Nous allons donc avoir le plaisir d'écouter la conférence de Madame Myriam Revaud-Dallon. Pour résumer très brièvement les points les plus saillants de ses travaux et de son activité, donc elle est professeure des universités à l'École pratique des hautes études. Elle a enseigné à l'École doctorale de Sciences Po Paris, théorie politique. Elle a été directrice de programme au Collège international de philosophie de 1990 à 1992. Elle a également dirigé la collection de philosophie pour enfants Chouette Pensée. Elle collabore régulièrement à la revue Esprit et aux émissions de France Culture et préside depuis 2015 la commission Philosophie, Psychanalyse, Sciences religieuses du Centre national des lettres. Elle est donc spécialiste de philosophie éthique et politique. Ses recherches portent principalement sur la question du mal en politique. Elle a interrogé la notion de banalité du mal, ainsi que la question du sens de l'humain, entendu comme capacité à échanger des expériences, dont l'univers concentrationnaire nous a donné à voir la négation la plus radicale. Elle travaille autour de la pensée de Hannah Arendt, dont elle est spécialiste, de Merleau-Ponty, Claude Lefort, Paul Ricoeur et Cornelius Castoriadis, et ses recherches éclairent le malaise démocratique contemporain. Ses plus récents travaux interrogent les notions d'autorité, de crise, de représentation politique, accordant une place décisive aux affects politiques, aux dispositions subjectives que les individus entretiennent à l'égard de notre mode d'existence démocratique. Elle interroge donc nos démocraties contemporaines au plus près de leur vie concrète. Elle a notamment publié « Ce que l'homme fait à l'homme », essai sur le mal politique en 1995, « Le dépérissement de la politique, généalogie d'un lieu commun » en 1999, Merleau-Ponty, « La chair du politique » en 2001, « Fragile humanité » en 2002, Doit-on moraliser la politique 2002. Pourquoi les hommes font-ils la guerre 2006. Le pouvoir des commencements, essai sur l'autorité 2006. L'homme compassionnel 2008. Pourquoi nous n'aimons pas la démocratie en 2010. La crise sans fin, essai sur l'expérience moderne du temps en 2012. Le miroir et la scène, ce que peut la représentation politique en 2016 et tout récemment dans la collection Expliquer à la politique expliquée à nos enfants. Tous ouvrages que vous pouvez retrouver sur les tables. Ces réflexions sur la crise démocratique nous permettent donc de jeter un autre regard sur la résistance en démocratie. Effectivement, nous nous posons la question de savoir à quoi résister en démocratie, puisque la démocratie repose sur le consentement, puisque nous avons nous-mêmes choisi nos gouvernants. À quoi bon résister et quelle légitimité à résister en démocratie? Effectivement, lorsque nous posons la question à quoi résister, nous cherchons en quelque sorte à identifier une part de mal qui resterait tapie au sein même de nos systèmes démocratiques et à laquelle nous devrions encore résister. Mais le problème n'est peut-être pas de trouver le diable qui se cacherait dans nos institutions démocratiques, c'est-à-dire d'essayer de désigner du doigt le mal qu'on ne verrait pas, qui serait peut-être même éventuellement la démocratie elle-même, qui sait. Peut-être la question est-elle tout simplement très mal posée. Le problème est peut-être de comprendre dans nos démocraties comment justement elles sont structurées par les interactions complexes entre résistance et consentement. Finalement, il ne s'agit pas de chercher à quoi résister dans la démocratie, mais de comprendre que la démocratie elle-même est une forme d'organisation de l'interaction, de la résistance et du consentement. En d'autres termes, il s'agit de comprendre la nature relationnelle du pouvoir dans nos démocraties
Et donc le fait que la résistance n'est jamais un devoir inconditionnel face à un mal qu'on pourrait désigner, mais qu'elle reste avant tout une pratique subjective des citoyens par laquelle ils peuvent chercher une réappropriation de leur puissance d'agir. Donc je laisse la parole à Madame Revaud-Dallon. Merci beaucoup, merci de votre invitation et de votre introduction. Alors effectivement, en acceptant la formulation « à quoi devons-nous résister ?», je me donnais la possibilité et même, je dirais, l'exigence philosophique de déconstruire cet énoncé et de me demander s'il était bien posé ou si tout au moins il ne donnait pas lieu à une pluralité d'interprétations qui demanderait à être interrogée. Et effectivement, je voudrais d'emblée récuser le sens de la formule entendue comme injonction, à quoi devons-nous résister, et surtout comme injonction morale. Je partirai d'une très célèbre formule de Deleuze, de Gilles Deleuze, dans son abécédaire à résistance. Résister, écrit Deleuze, c'est créer. Créer, c'est résister. À quoi fait écho ce fragment, cette citation de Deleuze dans une conférence qui a été prononcée en 1987. Tout acte de résistance n'est pas une œuvre d'art, bien que d'une certaine manière elle en soit. Toute œuvre d'art n'est pas un acte de résistance et pourtant d'une certaine manière elle l'est. Cette formule de Deleuze, qui a eu un immense succès, résister c'est créer, est évidemment inspirée par la pensée de Spinoza. Et elle se réfère en effet, comme vous l'avez dit dans l'introduction, à la puissance d'agir des sujets qui, en résistant, accroissent cette même puissance. Je commencerai donc rapidement par remonter à la source spinoziste pour comprendre ce qu'il en est de cette pensée de la résistance, et je passerai ensuite au plan politique, versant auquel je m'attacherai essentiellement. Le conatus spinoziste est à la fois une puissance d'affirmation, puisqu'il s'agit de persévérer dans son être, et de résistance à ce qui s'y oppose, à savoir un certain univers commun de signification, idéologie, opinions toutes faites, idées reçues, préjugés, illusions, et de structures de domination politique. Autrement dit, ce qui s'oppose à la puissance d'agir des hommes, ce sont à la fois des idées, des représentations et des structures politiques qui maintiennent les individus, les peuples, les groupes, les sociétés, séparés de leur puissance d'agir, de leur puissance d'acte et de constitution. Ce qui est frappant dans cette position spinoziste qui lie, qui associe l'affirmation et la résistance, l'univers des significations et les structures de domination, c'est la façon dont il fait intervenir la subjectivité des individus, leurs croyances, leurs affects, leurs opinions. Or, cette subjectivité est ordonnée à l'idée que le désir est source de valeur, qu'il est la racine de l'être humain. Lorsqu'on considère ce que les hommes éprouvent, ce qu'ils vivent, lorsqu'on considère leurs affects, les affects à partir de leur source, de leur origine, on rencontre toujours cette notion fondamentale qu'est le conatus, à savoir l'effort, la puissance, l'énergie qui est propre à chaque être, à tous les êtres. Mais cette puissance va ensuite s'investir selon une gamme extrêmement vaste d'affects, entre un minimum qui serait du côté de la passivité, de ce qu'on subit, un minimum d'énergie, un minimum de puissance, et de l'autre côté, un maximum qui est celui d'une activité extrême que l'on trouverait chez un être éminemment actif. Cela signifie que toutes les formes de l'affectivité, tout ce que nous sentons, tout ce que nous éprouvons, sont des manifestations de ce conatus, de cet effort pour persévérer dans l'être. Mais, et c'est là où intervient la connaissance, le conatus se déploie
différemment en fonction des représentations que les hommes se font de la réalité. On part donc de cette notion fondamentale qu'est l'effort pour persévérer dans l'être. Ensuite, les formes de l'affectivité se déploient à partir de cette racine, et elles se déploient selon des modalités différentes en fonction des idées plus ou moins adéquates que les hommes se font de la réalité en fonction de leur rencontre avec l'extérieur, de bonnes rencontres ou de mauvaises rencontres, pour reprendre l'expression de Deleuze, selon qu'elles contribuent à augmenter ou à diminuer la puissance d'exister et d'agir. Je voudrais ici préciser 2 points pour terminer sur ce préalable. Dans le texte de l'éthique, l'effort pour persévérer dans l'être, on remarque qu'avant d'utiliser le substantif latin conatus, qui veut dire effort, Spinoza utilise d'abord la forme verbale à l'infinitif, s'efforcer de. Et si le premier énoncé est verbal, avant que le conatus, l'effort, n'apparaisse ensuite comme un substantif, c'est en raison du caractère dynamique de cette persévérance. Dans la formulation verbale, on saisit l'idée de la poussée, du moteur, de l'élan. On saisit le schème même du mouvement. Nous sommes porteurs de ce désir fondamental qui est notre être même et qui n'est pas statique. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un état, mais d'un élan, d'une poussée, d'une dynamique. La deuxième remarque, c'est que quand on reprend la proposition du livre 3, que je suis en train de l'éthique, la proposition 6 du livre 3 de l'éthique que je suis en train de citer, chaque chose, dit Spinoza, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. L'expression « autant qu'il est en elle » est très intéressante, parce qu'elle implique bien que la quantité d'affect n'est pas identique chez tous les individus. Spinoza ne dit pas « chaque chose persévère dans son être », mais chaque chose s'efforce de persévérer dans son être autant qu'il est en elle. Pourquoi cette formule ? Pourquoi s'efforce de persévérer dans son être ? Parce que dans notre effort, nous rencontrons des résistances, nous rencontrons des obstacles, nous rencontrons au fond quelque chose qui serait peut-être la résistance du réel ou la résistance des autres conatus, des autres efforts pour persévérer dans l'être. Et le conatus prend ainsi la forme d'une relation. C'est un élément de la composition des affects, un élément de la conflictualité et plus généralement de la socialisation. Et c'est dans cette perspective que des conatus individuels peuvent soit s'entrechoquer, se contrarier, soit se combiner de manière positive, car l'individu, chez Spinoza, n'est jamais un commencement absolu. Il appartient à la nature totale, et de ce fait, il est pris dans des rapports avec les autres individus, des rapports intersubjectifs, ainsi qu'avec la nature globale. Aujourd'hui, dans un vocabulaire tout à fait différent, on dirait que l'individu est dans le monde. Et donc, à partir du moment où le conatus est dans le monde, il n'est pas seul. Et s'il n'est pas seul, il rentre en composition avec d'autres, il rencontre des résistances, et la possibilité des obstacles et des résistances est impliquée dans l'expression même de s'efforcer d'eux. Il y a donc une composition réciproque des conatus, ce qui signifie bien que le conatus prend d'emblée la forme d'une relation et qu'il est un élément de la socialisation. Et donc c'est bien dans la rencontre avec les autres, en fonction des circonstances, en fonction des conditions dans lesquelles ce désir aura la possibilité de déployer ses modalités, que doivent être envisagées aussi bien la question de la résistance que celle du consentement. Alors comment est-ce que maintenant nous pouvons envisager la question de la résistance et du consentement au pouvoir à partir de ces quelques préalables, c'est-à-dire à partir de l'idée qui veut que le conatus prenne lui-même la forme d'une relation, élément de la composition des affects, de la conflictualité, de la socialisation,
est donc inséparable de la relation avec le pouvoir, qui est en partie prenante de cette composition réciproque. Et je voudrais ici développer, à partir de ce préalable, trois idées essentielles. D'abord, la première, c'est que le pouvoir est une relation, n'est pas une chose, mais une relation. Ensuite, l'idée que la résistance est aussi une pratique subjective. Et ensuite, troisième difficulté, la question de la servitude volontaire, pour terminer en conclusion sur la façon dont ces éléments se nouent aujourd'hui dans la démocratie contemporaine. Le pouvoir comme relation. Comme l'aura souligné notamment Michel Foucault, mais pas seulement lui, le pouvoir, ce n'est pas une chose, ce n'est pas une substance, ce n'est pas quelque chose que certains détiennent et dont d'autres sont privés. C'est une relation. Le pouvoir est fondamentalement relation à l'autre, qu'il soit lié au désir de reconnaissance, à un rapport de force médié par l'association ou la coopération, à l'identification ou au conflit. Donc la relation de pouvoir s'accomplit donc dans une forme qui ne se réduit jamais à la dualité d'une présence et d'une absence, d'une possession pleine et d'une privation totale. Machiavel, par exemple, a mis en évidence un processus complexe d'interaction réciproque entre les dominants et les dominés, entre le prince et ses sujets. Un rapport de force, si l'on veut, à condition de l'entendre en un sens très large, plutôt qu'un affrontement et un antagonisme, ou plutôt plus qu'un affrontement et un antagonisme, une rencontre et une reconnaissance. Car le prince n'est pas un manipulateur. Le prince se présente à ses sujets à travers l'image qu'il leur renvoie, mais dont il n'est pas le maître. Ses qualités, vraies ou supposées telles, sont vouées à l'ambiguïté. Elles sont offertes à la vision des hommes. Sa maîtrise est instable. Sa toute-puissance est aussi bien une dépendance à l'égard des sujets, ou plutôt une entre-appartenance, car l'image qu'il dessine est aussitôt livrée au jugement public. Le pouvoir, n'est donc ni un pur fait, un pur rapport de force, ni un droit absolu, ni une légitimité absolue totale. Il n'est jamais absolument fondé, mais il ne contraint pas, il ne persuade pas. Merleau-Ponty, dans une très belle formule, écrit « Le pouvoir circonvient », verbe circonvenir. C'est dire que le pouvoir se situe au lieu d'une intersection, au lieu d'un entre ou d'un autre-là, celui du jeu commun des libertés. Autrement dit, il n'y a de puissance que partagée. Et s'il n'y a de puissance que partagée, le pouvoir se joue dans un réseau de relations réciproques qui lui interdisent à la fois l'illusion d'une maîtrise totale sur autrui et d'un savoir absolu de soi. On ne peut qu'être frappé par la proximité de cette analyse avec les mots qu'a prononcés Foucault lors de son cours de 1976 au Collège de France. Je le cite. « Le pouvoir, ce n'est pas une propriété, ce n'est pas une puissance. Le pouvoir, ce n'est jamais qu'une relation qu'on ne peut et ne doit étudier qu'en fonction des termes entre lesquels cette relation se joue. On ne peut donc faire ni l'histoire des rois, ni l'histoire des peuples, mais l'histoire de ce qui constitue l'un en face de l'autre, ces deux termes dont l'un n'est jamais l'infini
et l'autre n'est jamais zéro. Autrement dit, l'exercice du pouvoir demande à être considéré dans son rapport à la liberté, dans son rapport à des sujets libres qui ont devant eux un champ de multiples possibilités où peuvent s'exercer des conduites, des réactions, des réponses diverses. Lorsque les déterminations sont saturées, par exemple dans l'esclavage, le pouvoir, au fond, s'anéantit. La liberté est aussi bien, dit Foucault, la condition d'existence du pouvoir que son support permanent. Le pouvoir provient aussi d'en bas et il ne se réduit pas à l'opposition binaire entre dominant et dominé. C'est la raison pour laquelle Michel Foucault reviendra sur l'hypothèse répressive qu'il avait soutenue et développée au début de son œuvre, notamment dans Surveiller et punir, et qui donnait au pouvoir une fonction essentiellement négative d'interdiction et de prohibition. L'hypothèse répressive, c'est-à-dire l'accent mis sur le seul caractère disciplinaire du pouvoir, fait du sujet la résultante d'une contrainte, l'effet d'une cause. Si l'individu n'est pas le vis-à-vis du pouvoir, il n'en est que l'un des effets premiers. Mais cette hypothèse s'avère précisément inopérante quand il s'agit d'aborder la question du consentement et ou de la résistance, les deux étant liés. Si l'on fait des sujets un effet des mécanismes de pouvoir, comment comprendre leur acceptation, leur adhésion, leur assentiment, voire leur attachement? Où situer les formes de consensus qui ne résultent ni de la contrainte ni de la discipline? Il faut dès lors, et c'est ce que fait Foucault, cesser de se focaliser uniquement sur les techniques de domination, sur les formes rationnelles, sur les procédures et les instrumentations diverses par lesquelles on fabrique les sujets. Il faut aussi et surtout s'interroger sur les stratégies multiples et ouvertes qui impliquent ce qu'il appelle des modes et des pratiques de subjectivation, c'est-à-dire un rapport ou des rapports à soi et aux autres. C'est-à-dire que le questionnement doit être étendu jusqu'à y intégrer le rapport de soi à soi, car les stratégies que les individus entretiennent les uns avec les autres procèdent d'abord de leur liberté. Je cite Foucault, « Ce sont des individus libres qui essayent de contrôler, de déterminer, de délimiter la liberté des autres, et pour ce faire, ils disposent de certains instruments pour gouverner les autres. Cela repose bien sur la liberté, sur le rapport de soi à soi et le rapport à l'autre. » Ainsi se trouve véritablement pris en compte le caractère relationnel du pouvoir, ce qui requiert aussi un véritable déplacement théorique, puisqu'il s'agira maintenant de reprendre la question des rapports entre les formes de domination et les modes de subjectivation. Il s'agit donc de penser la rencontre entre les techniques de domination exercées sur les autres et les techniques de soi. Et par conséquent, de s'interroger sur la manière dont nous sommes nous-mêmes amenés à nous reconnaître comme partie prenante d'une nation ou d'un État. Alors on peut donc concevoir, deuxième point, la résistance ou le consentement du point de vue des pratiques subjectives. Et cette position conduit non seulement à élaborer ou à réélaborer la question de la subjectivation, mais aussi à récuser l'équivalence pure et simple du pouvoir et de la domination. Car il s'agit de dépasser l'alternative de la contrainte ou de la violence ou du consensus. Et la question que Foucault a posée à ce moment-là, de ce qu'il appelle le guidage ou la conduite des conduites, peut alors être posée dans les termes suivants: à quelles conditions s'opère le consensus ou l'acceptation ou le refus? Réponse de Foucault: ce n'est ni par la coercition,
ni par la bonne volonté ou la pure volonté rationnelle. Gouverner les gens, je cite, n'est pas une manière de forcer les gens à faire ce que le gouvernement désire, c'est toujours un équilibre changeant qui comprend une certaine complémentarité et des conflits entre des techniques qui assurent la coercition et des procédures par lesquelles le soi se construit et se modifie lui-même. À cet égard, le pouvoir a un caractère productif. Il construit des identités, il transforme la position des sujets et leur discours. Alors bien évidemment, cette question du pouvoir n'est pas seulement une question théorique. C'est une question qui fait partie de notre expérience, de notre vécu, et qui englobe des pratiques concrètes relatives à telle ou telle situation singulière. C'est notamment à l'épreuve de l'événement que Foucault en est venu, dans les années 80, à questionner les figures de notre identité de sujet politique moderne, en insistant notamment sur le fait que les luttes, les formes de résistance qui ont émergé à ce moment-là, qui se sont développées, qui se sont multipliées, ne s'opposaient pas tant aux formes de domination et aux formes d'exploitation, bien que ces dernières soient toujours présentes, qu'aux formes d'assujettissement, c'est-à-dire à ce que Foucault appelle la soumission de la subjectivité. Ces luttes, dit-il, dans un nombre de textes de ces années-là, visent avant tout les faits et les mécanismes de pouvoir qu'elles ne cessent de déstabiliser. Ce sont le plus souvent des luttes immédiates, localisées, diffuses, décentrées par rapport aux enjeux traditionnels, par exemple aux enjeux révolutionnaires traditionnels. Leur caractère est souvent transversal et immédiat, et elles portent avant tout sur ce qui lie l'individu à lui-même et assure aussi sa soumission aux autres. Or, cette analyse de Foucault, qui date de 1982, pourrait très aisément être rapprochée de celle d'un autre très grand penseur de la démocratie moderne, qui est Claude Lefort. Et dans ces années-là, Claude Lefort évoque lui aussi le changement des revendications et des modes de contestation, c'est-à-dire des formes de résistance, au sein de la société contemporaine. Il prend lui aussi acte de leur dissémination, de leur transversalité, de la diversité de leurs objets, la famille, la femme, l'enfant, la sexualité, la justice, la condition des détenus, la gestion des entreprises, la protection de la nature. Et il en conclut que s'ébauche sous nos yeux ce qu'il considère comme un nouveau rapport aux politiques. Et tout le problème est alors d'élever, dit-il, à la réflexion, une pratique qui, certes, n'est pas muette, mais une pratique diffuse qui ignore encore sa portée dans la généralité du social et dont les formations politiques traditionnelles ne peuvent pas, par nature, extraire la vérité. Car parmi ces multiples éléments, on pourrait presque dire ces micro-résistances, certaines portent une idée si neuve et si forte de ce qui est socialement légitime que la protestation prend parfois le caractère de l'insoumission. Donc l'expérience démocratique, elle est traversée par des mouvements antagonistes. D'une part, le renforcement des contraintes qui pèsent sur le détail des activités et des rapports sociaux, pour ce qu'on pourrait appeler les mécanismes classiques de domination, et d'autre part, et simultanément, de façon indissociable, l'émergence de revendications qui n'ont pas seulement un caractère défensif, mais qui témoignent, dit Lefort, d'un sens diffus de la justice et de la réciprocité, ou de l'injustice et de la rupture de l'obligation sociale. Et ce processus porte en lui une véritable puissance, une
productivité conflictuelle. Car ces revendications, apparemment hétérogènes, diffuses, concernent aussi bien les objecteurs de conscience, les homosexuels, les travailleurs massivement licenciés dans une entreprise, les chômeurs. En 1980, on ne parlait pas encore des précaires ni des travailleurs pauvres. Ces revendications ont pour effet, quand elles se manifestent dans l'espace social, d'arracher ces minorités ou ces catégories particulières à la pseudo-évidence d'une position ou d'un lieu naturel. Elles peuvent être ponctuelles, limitées dans le temps et dans l'espace, liées à des circonstances particulières. Elles sont inséparables du mouvement de subjectivation qui les fait apparaître très souvent là où on ne les attendait pas, dans un nouvel espace de visibilité où les acteurs eux-mêmes ne se projettent pas à l'avance. Il faut donc prendre acte à la fois de la fragilité des modes de subjectivation de l'homme démocratique, en même temps que du caractère irrésistible de ces manifestations et de leur résurgence. Émanant de foyers divers, ces revendications multiples ne tendent pas à fusionner. Elles ne prétendent pas trouver une solution globale. Elles ne visent ni à faire la révolution, ni même à prendre le pouvoir. Et pourtant, leur mobilité, voire leur fugacité, est en même temps leur force, car elles prennent place dans une société, la société démocratique, pour peu qu'on prenne ce terme véritablement au sérieux et qu'il ne s'agisse pas d'une démocratie dévoyée, dans une société, la société démocratique, dont l'ébranlement, le possible ébranlement, est toujours le principe générateur. Et donc la société démocratique est la condition, et pas seulement l'occasion, de leur émergence et de leur institution. Et c'est en ce sens qu'elle a véritablement une puissance, productive. Et je pense que c'est sur le fond de cet horizon, à la fois ontologique, anthropologique, politique, que peut réellement prendre sens la question des technologies du pouvoir, de leur mutation et de leur pathologie. Foucault relève à juste titre que le rapport entre la production de la liberté et ce qui risque de la détruire est toujours problématique, car la liberté est toujours un rapport actuel entre des gouvernants et des gouvernés. Mais si le pouvoir et la liberté des sujets, loin d'être extérieurs l'un à l'autre, se croisent et s'entrelacent, comment va-t-on, dans cette perspective, aborder la question si fondamentale, quand on parle de la résistance et du consentement, je crois qu'elle a été déjà abordée beaucoup, la question de la servitude volontaire. Comment est-ce qu'on peut la situer au sein des modes et des pratiques de subjectivation? Est-ce que ça coïncide avec ce que Foucault appelle la soumission de la subjectivité, ou bien est-ce qu'il faut aujourd'hui la repenser en d'autres termes? Et donc, cette question de la servitude volontaire, c'est au fond la question fondamentale de la politique. La question fondamentale de la politique, ce n'est pas pourquoi certains veulent commander, c'est pourquoi beaucoup veulent obéir. Donc, c'est l'énigme de la servitude volontaire, pour reprendre l'expression de la Boétie. Pourquoi les hommes désirent-ils la servitude alors que leur nature est la liberté? C'est la question qu'aborde donc la Boétie, que reprend autrement, dans des termes différents, Spinoza, et que Foucault va retravailler en décalant la problématique pour la réactualiser dans notre modernité. La Boétie pose comme un mystère ou comme une énigme que la volonté des hommes puisse non seulement vouloir contre la nature humaine, qui est libre, mais aussi qu'elle parvienne même à l'effacer, à nous faire oublier que nous sommes des êtres libres. La Boétie ne dissipe pas le mystère, car selon lui, la servitude volontaire ne relève pas d'une explication rationnelle qui l'expliquerait par des effets extrinsèques.
par des effets extérieurs. Par exemple, les effets de la domination, soit la contrainte, soit une action plus subtile et plus insidieuse. Pour la Boétie, c'est de l'intérieur du désir en tant que tel que les hommes veulent la soumission au pouvoir de l'un. Cette interrogation de la servitude du point de vue du désir, c'est ce qui fait aujourd'hui, et sans doute encore pour longtemps, la puissance étonnante de cette question. Puissance d'ébranlement qu'on ne retrouvera, à l'exception de Spinoza, dans la célèbre phrase « Pourquoi les hommes combattent-ils pour leur servitude comme s'il s'agissait de leur salut ?» qu'on retrouvera aussi, par exemple, chez Wilhelm Reich, dans un texte de 1933 intitulé « La psychologie de masse du fascisme ». Il s'agit d'une énigme dans la mesure où la servitude est voulue par des hommes dont la nature est précisément d'être libre. Donc l'énigme d'une nature qui contredit volontairement sa nature. Ce que Spinoza énoncera de façon un peu différente, même assez différente, mais enfin ce n'est pas l'essentiel, en s'interrogeant sur le processus qui transforme l'effort pour persévérer dans son être en orientation vers des objets de désir qui assujettissent, qui soumettent, voire qui détruisent le désir lui-même. Mais l'essentiel, c'est que la dynamique de la servitude volontaire est liée à une disposition qui produit le pouvoir et la domination et qui n'en est pas seulement un effet. Autrement dit, au fond, la servitude est pensée comme l'objet paradoxal du désir. Autrement dit, la possibilité que sous certaines conditions, l'état de servitude puisse satisfaire pleinement les besoins et les désirs des individus assujettis. Une servitude qui serait alors non seulement voulue, mais aussi et surtout, ce qui est le comble du paradoxe, ou une situation paroxystique, désirée, car même le désir de liberté s'épanouirait pleinement dans et par cette situation de servitude radicale. Quoi qu'il en soit, la parenté entre le désir de liberté et le désir de servitude s'enracine en amont de toute domination de fait. Et ces deux désirs, loin d'être étrangers l'un à l'autre, loin d'être exclusifs l'un de l'autre, sont profondément entremêlés, sont profondément entrelacés. Le maître, souligne la Boétie, n'a d'autre puissance que celle qu'on lui donne. Et comment oserait-il, je cite, vous courir, vous attaquer, s'il n'était pas d'intelligence avec vous? Enfin, la servitude volontaire, telle que l'envisage la Boétie, elle est évidemment liée au caractère, profondément liée au caractère relationnel du pouvoir. Foucault a décalé quelque peu cette analyse en insistant sur les effets, dans la société moderne, de l'entrelacement du pouvoir et de la liberté. Il n'y a, dit-il, je le répète, de relation de pouvoir que lorsque les sujets sont libres. Et donc, il s'interroge sur les conditions du désassujettissement, sur les conditions de possibilité de ce qu'il appelle l'inservitude volontaire. L'inservitude volontaire, expression utilisée dans une conférence de 1978 intitulée « Qu'est-ce que la critique ?» Critique et Aufklärung, où il définit la critique comme, je cite, « art de n'être pas tellement gouverné, art de l'inservitude volontaire et de l'indocilité réfléchie. » Inservitude volontaire, indocilité réfléchie, la critique est donc une pratique réfléchie qui s'oppose à l'habitude ou à la docilité avec laquelle on se précipite tête baissée dans la servitude volontaire. Et à l'habitude, Foucault oppose l'éthos, la pratique parfois ascétique qui contribue à faire de l'inservitude volontaire
une contre-conduite. La critique est un art du désassujettissement qui se situe au cœur du projet moderne. Et c'est une attitude spécifique qu'on ne peut, selon Foucault, isoler de ce qu'il appelle la gouvernementalisation, c'est-à-dire l'art de conduire les conduites. Et le terme de conduite est ici à double sens, puisqu'il désigne à la fois l'activité qui consiste à conduire, l'action de conduire, le guidage, et la manière dont on se conduit sous l'effet de ce guidage, sous l'effet de cette action. Et en utilisant le terme de contre-conduite, Foucault pense pouvoir analyser la façon dont les individus ou les groupes agissent effectivement dans le champ très général de la politique ou dans le champ très général des rapports de pouvoir. Et ce n'est pas seulement un prolongement de l'idée assez classique selon laquelle tout pouvoir rencontre une résistance. Car parler de contre-conduite implique une positivité de l'affirmation, une possibilité de choix pour les sujets, l'élaboration d'un contre-gouvernement, d'une conduite alternative qui deviendra gouvernement de soi et des autres. Et Foucault se réfère alors au très célèbre texte de Kant, Qu'est-ce que les Lumières ? Car la définition que Kant propose des Lumières dans ce texte renvoie, elle aussi, à une entreprise de désassujettissement. Qu'est-ce que c'est que l'Aufklärung ? Qu'est-ce que c'est que les Lumières ? Je cite la célèbre phrase de Kant, c'est la sortie de la minorité où l'humanité est maintenue autoritairement. Mais de cette minorité, poursuit Kant, c'est-à-dire de l'incapacité de se servir de son entendement sans la direction d'autrui, l'homme peut être tenu pour responsable en raison de son manque de courage et de décision. D'où la devise des Lumières, sapere aude, aie le courage de te servir de ton propre entendement. Foucault en viendra, au fond, à admettre que les relations de pouvoir ne sont pas quelque chose de mauvais en soi, et qu'effectivement, qu'il faut récuser l'idée que le pouvoir est le mal. Le pouvoir n'est pas le mal. Et il en vient à admettre qu'il ne peut pas y avoir, il admet qu'il ne peut pas y avoir de société sans relation de pouvoir. Et une fois qu'il abandonne l'hypothèse répressive, il prend en compte le caractère productif des institutions. Il va même jusqu'à reconnaître à l'institution pédagogique une fonction positive. Je cite, « Je ne vois pas où est le mal dans la pratique de quelqu'un qui, dans un jeu de vérité donnée, sachant plus que les autres, lui dit ce qu'il faut faire, lui apprend, lui transmet un savoir, lui communique des techniques. Ce qu'il faut éviter, ce sont les effets de domination qui soumettent un élève ou un étudiant à une autorité arbitraire. La création des institutions, de nouvelles institutions, est une question capitale, même si l'on a quelques difficultés, et surtout aujourd'hui, à y répondre concrètement. Donc, en envisageant le champ de liberté ouvert par les contre-conduites, Foucault ne les considère pas seulement comme des conduites réactionnelles. Ce sont des possibilités de choix affirmatives qui s'insèrent dans un certain mode de rationalité politique, celui qu'il appelle celui de la gouvernementalité libérale, mais qui manifestent aussi une capacité d'initiative, une forme d'inventivité. Il en va ainsi de la dissidence, phénomène issu de l'existence des régimes totalitaires, où les individus expriment leur désaccord par les moyens dont ils disposent. Je crois qu'on a parlé tout à l'heure de l'exemple du marchand de légumes qui refuse de mettre dans la vitrine de son magasin la banderole « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Et donc, il ne s'agit pas ici de se centrer sur le droit à prendre le pouvoir, mais sur le droit à vivre, à être libre, à partir, à n'être pas persécuté. Alors, effectivement, les contre-conduites s'insèrent dans cette agonistique ou dans cet agonisme propre
aux relations de pouvoir, qui est à la fois une lutte et une incitation réciproque. Mais, selon moi, le problème de Foucault, je dirais le manque de la pensée de Foucault, c'est que la vitalité de ces contre-conduites n'est jamais référée à la dimension de l'inventivité et de la productivité démocratique. Or, je pense que la démocratie secrète de l'intérieur d'elle-même des formes de contre-conduite comme la désobéissance civile, en passant par des espaces publics de discussion et de contestation, et les institutions peuvent, dans certaines conditions, constituer un véritable système de contre-pouvoir. Encore faut-il souligner qu'elles ne s'exercent pas seulement comme des procédures d'empêchement ou de surveillance, ce que Pierre Rosan-Vallon appelle, par exemple, la contre-démocratie ou la démocratie de la défiance, mais qu'elles manifestent une véritable capacité d'initiative. Elles ne font pas que limiter des mécanismes institués, elles contribuent à renforcer, voire à recréer la démocratie. Hannah Arendt, par exemple, n'hésitait pas à faire de la désobéissance civile un élément de la participation permanente des citoyens au domaine public, et elle proposait même de la constitutionnaliser. Donc, aujourd'hui, je termine, résister n'est donc pas une injonction, ni même un mot d'ordre qui vaut pour lui-même indépendamment des conditions et des situations. Comment se pose aujourd'hui la question de la résistance dans les conditions de notre démocratie contemporaine? Conformément à la perspective que j'ai adoptée dans mon intervention, je la formulerai de façon positive. Non pas à quoi devons-nous résister, comme s'il s'agissait uniquement d'une conduite réactionnelle, mais quelles sont les formes par et dans lesquelles les citoyens peuvent se réapproprier leur puissance d'agir. Que cette réappropriation soit démocratique, dans le cadre de la démocratie, signifie qu'elle ne peut s'effectuer que dans le cadre d'une certaine mise en forme de la coexistence humaine, propre à la démocratie contemporaine, moderne, travaillée par le conflit et par l'impossibilité d'une pure coïncidence à soi. La société démocratique ne se laisse pas dissocier de sa dimension sensible. Les positions subjectives des individus, leurs affects, leurs sentiments, leurs penchants et leurs pratiques sont des éléments constitutifs de l'expérience démocratique. Travaillée, comme l'a montré Tocqueville, par l'imaginaire de l'égalité, la société démocratique, si elle est digne de ce nom, est également investie par un imaginaire de la réciprocité, par une dialectique du soi et de l'autre, vouée, politiquement parlant, à manifester son caractère public, à s'exprimer et à donner de la voix dans l'espace public. Ce sont les conditions dans lesquelles la puissance d'agir des citoyens doit investir l'esprit des institutions. Alors le problème est de manière extrêmement aiguë, enfin il l'a toujours été d'une certaine façon, mais il est devenu aujourd'hui extrêmement aigu, c'est comment inscrire dans le réel de la politique cet agir ensemble. En faisant de la pluralité humaine la condition de la manifestation du qui, Hannah Arendt entendait marquer que la politique ne se réduit pas à l'exercice de la nomination, que le pouvoir ne procède pas de l'imposition d'une volonté à une autre volonté, mais de l'aptitude des hommes à agir ensemble de façon concertée. Indissociable de la condition humaine de pluralité, ce n'est pas l'homme au singulier qui habite le monde, mais ce sont les hommes au pluriel, le pouvoir ne repose que sur la mise en commun des paroles et des actes, et il n'existe véritablement que lorsqu'il est réglé par un lien institutionnel reconnu. Et c'est donc dans la perspective d'un pouvoir avec, plus que d'un pouvoir sur, que les hommes, en tant qu'ils sont des êtres politiques, habitent le monde commun, se présentent et se représentent les uns aux autres. En ce sens, la scène du politique, ou la scène civique,
peut être réinvesti par des formes, ou doit être réinvesti par des formes qui relèvent de la coopération, de l'échange, du partage, et qui ne se réduisent pas aux procédures formelles de la politique institutionnelle au sens étroit du terme. La dynamique démocratique donne théoriquement aux citoyens la possibilité d'être à la fois les auteurs et les acteurs de contre-pouvoirs, de formes de délibération, de discussion, de contestation. Et ces nouvelles modalités, évidemment, qui débordent les procédures électives, ne sont pas faciles à inventer, tant l'entropie qui touche aujourd'hui les démocraties contemporaines affecte aussi les énergies individuelles. Mais il importe d'abord de rappeler que la démocratie ne se réduit pas à un mode de fonctionnement juridico-politique, à un ensemble de procédures, à un système de répartition et d'organisation du pouvoir. Elle est d'abord une forme de société, c'est-à-dire une manière de faire du commun, une manière de se parler, d'occuper l'espace public et de l'investir. Mais en toute rigueur, cette restauration de la puissance dont sont porteurs les sujets politiques ne peut se faire que si les institutions permettent et même favorisent l'élaboration politique de la conflictualité démocratique, qui est la première et la plus fondamentale expression du consentement citoyen et qui est aussi la condition de possibilité de leur résistance. Merci.